Et si l'un des plus grands débats identitaires de l'histoire américaine n'avait jamais été véritablement tranché? Et si les étiquettes imposées à des millions de personnes avaient eu moins à voir avec la vérité qu'avec le pouvoir? Dans les récits familiaux, les registres de recensement, les actes d'état civil, les archives de tribunaux, les dossiers administratifs et les souvenirs transmis de génération en génération, une même question revient sans cesse. Pourquoi certaines personnes ont-elles été appelées indiennes à une époque, noires à une autre, puis métisses, puis de couleur, puis autrement encore? Si un nom pouvait changer aussi facilement, alors qu'est-ce qui dans l'histoire a été changé en même temps que lui? Peu de sujets provoquent autant de réactions que l'affirmation selon laquelle les Amérindiens auraient été en réalité des Noirs reclassés comme Indiens. Pour certains, cette idée révèle un passé volontairement caché. Pour d'autres, elle brouille et efface les histoires distinctes des Africains déportés, de leurs descendants et des peuples autochtones. La vérité est plus complexe, plus profonde et plus dérangeante que les versions extrêmes qui circulent. Ce n'est pas une histoire qui consisterait à remplacer un peuple par un autre. C'est une histoire sur la manière dont des empires, des administrations et des pouvoirs publics ont utilisé les catégories pour contrôler la terre, le travail, le mariage, les droits civiques et la mémoire. Lorsque les Européens sont arrivés dans les Amériques, ils n'ont pas rencontré une seule race uniforme qu'ils auraient pu définir simplement comme indigène. Ils ont rencontré des centaines de nations avec des langues différentes, des institutions différentes, des cultures différentes et des apparences différentes. Il existait des peuples à la peau plus claire, d'autres à la peau plus foncée, des communautés aux cheveux raides, d'autres aux cheveux bouclés, des peuples des plaines, des forêts, des zones côtières, des montagnes et des déserts. Le continent était déjà d'une diversité considérable bien avant l'arrivée des colonisateurs. Les premières descriptions européennes utilisaient souvent des mots comme brun, sombre, basané, foncé et parfois noir. Mais il faut comprendre une chose essentielle. À cette époque, ces termes n'avaient pas encore le même sens rigide que les catégories raciales modernes. Ils servaient souvent à décrire un teint, une apparence ou une impression visuelle et non une identité biologique fixée par la loi. Un voyageur pouvait employer un mot pour parler de la carnation, un autre pour parler d'une peinture corporelle, un troisième pour évoquer l'effet du soleil. Le vocabulaire était fluctuant, imprécis et profondément marqué par le regard de l'observateur. C'est un point décisif parce que beaucoup de débats contemporains lisent les archives anciennes comme si les mots avaient toujours eu un sens stable. Ce n'est pas le cas. Une personne décrite comme noire dans un document ancien n'était pas automatiquement placée dans la même catégorie que celle qui sera plus tard définie par le droit ségrégationniste américain. Les significations ont changé au fil du temps et les États ont ensuite figé ces significations dans des formulaires, des lois et des pratiques administratives. Avec l'expansion du système colonial, le travail est devenu central, la déportation d'Africains réduits en esclavage s'est amplifiée, l'expulsion des peuples autochtones s'est accélérée. Les saisies de terres se sont multipliées. Pour gérer cet ordre nouveau, les autorités coloniales avaient besoin de catégories. Elles avaient besoin de savoir qui pouvait être réduit en esclavage, qui pouvait posséder une terre, qui pouvait épouser qui pouvait hériter, qui pouvait voter, qui pouvait être déplacé, qui pouvait être reconnu comme nation et qui devait être exclu des droits. C'est à ce moment-là que l'identité sur le papier est devenue une arme de gouvernement. La race n'a plus seulement servi à décrire, elle a servi à administrer. Le mot indien lui-même était une appellation extérieure, née d'une erreur géographique commise par Christophe Colomb. Pourtant, cette appellation a été conservée parce qu'elle était utile. Elle permettait de regrouper sous une même case des centaines de peuples distincts. Avec le temps, cette case administrative est devenue, dans l'imaginaire public, une identité raciale unique, alors même qu'aucun peuple autochtone n'avait créé ce terme pour se définir à l'échelle du continent. Dans le même temps, la noirceur, dans l'espace colonial puis américain, a été de plus en plus liée juridiquement à l'esclavage. Cela a profondément transformé la manière dont les autorités lisaient les corps. Une personne à la peau foncée pouvait être classée différemment selon le comté, l'État, le greffier, le recenseur, l'époque et l'intérêt politique du moment. Un agent pouvait écrire indien. Un autre pouvait écrire noir. Un autre encore pouvait écrire métis ou personne de couleur. Ces documents n'étaient pas de la science neutre. C'était des décisions humaines
humaines, souvent prises dans des systèmes façonnés par la suprématie blanche. C'est pour cette raison que tant de familles découvrent aujourd'hui des contradictions stupéfiantes dans leurs recherches généalogiques. Le même ancêtre peut apparaître d'une décennie à l'autre sous des étiquettes différentes. Une femme dont la mémoire familiale affirmait qu'elle était Cherokee peut apparaître comme personne de couleur dans un recensement. Un homme mentionné comme indien dans sa jeunesse peut être enregistré comme noir plus tard. Est-ce que cela prouve à lui seul l'existence d'un complot total? Non, mais cela prouve clairement que la classification raciale était instable, soumise au regard du pouvoir et loin d'être objective. L'un des cas les plus souvent évoqués dans ce débat concerne l'action de Walter Plecker en Virginie. En tant que responsable de l'État civil, il a défendu avec agressivité des politiques de classification raciale inspirées par l'eugénisme. Il a contesté l'identité autochtone de plusieurs communautés et a contribué à faire enregistrer de nombreuses personnes, comme noires ou de couleur, dans les registres officiels, là où des familles affirmaient une ascendance autochtone. C'est un épisode central parce qu'il montre comment un appareil administratif peut redéfinir des lignées entières simplement par le biais de formulaires, d'actes et de circulaires. Voilà pourquoi ce sujet demeure aussi sensible. Beaucoup de familles ont le sentiment que l'État a changé leur nom, leur origine déclarée et parfois leur place dans l'histoire. Dans certains cas, elles ont peut-être raison. Dans d'autres, la mémoire orale a pu mêler plusieurs héritages au fil des générations. Les deux réalités peuvent coexister. Une mémoire familiale peut porter une vérité partielle et les archives officielles peuvent en porter une autre tout aussi partielle. Il faut aussi rappeler un fait souvent passé sous silence. De nombreux Afro-Américains ont réellement une ascendance autochtone. De nombreuses communautés autochtones ont aussi une ascendance africaine. Au cours des siècles, des familles se sont formées malgré les barrières légales et sociales. Dans le sud des États-Unis notamment, des Africains déportés, des fugitifs, des affranchis, des peuples autochtones et des communautés métissées ont vécu côte à côte, parfois dans les mêmes zones, parfois dans les mêmes familles. L'histoire n'était pas composée de mondes parfaitement séparés. Elle était entremêlée. Mais cela signifie-t-il que les Amérindiens étaient en réalité des Noirs simplement rebaptisés Indiens? Comme affirmation générale et universelle, non. Il n'existe pas de preuves sérieuses permettant de soutenir que l'ensemble ou même la majorité des peuples autochtones des Amériques auraient été uniquement des Noirs reclassés. Les nations autochtones possèdent des histoires profondes, des langues, des traditions, des structures politiques et des continuités culturelles propres qui ne peuvent pas être effacées ni fondues dans une seule autre histoire. En revanche, il n'existe pas davantage de bases crédibles pour prétendre que les archives raciales américaines ont toujours été claires, honnêtes et scientifiques. Elles ne l'étaient pas. Les autorités ont régulièrement modifié des catégories pour des raisons politiques, économiques et juridiques. Des communautés de descendance mixte ont souvent été forcées d'entrer dans des cases qui servaient le pouvoir plus que la vérité. Des autochtones à la peau foncée ont pu perdre leur reconnaissance officielle à travers ces mécanismes. Des familles noires ont pu conserver des souvenirs authentiques d'ancêtres autochtones que les registres ont ensuite effacés ou déformés. C'est là que se trouve le véritable renversement de perspective. Si ce débat revient avec une telle force, ce n'est pas seulement à cause d'une théorie sensationnelle, c'est parce qu'il repose sur une expérience réelle, celle d'une histoire manipulée par les catégories. Les États-Unis ont souvent enseigné l'identité comme un ensemble de cases nettes et séparées. Mais le passé était bien plus désordonné. Avant la rigidification des catégories modernes, les frontières sociales étaient plus poreuses qu'on ne l'admet aujourd'hui. Des communautés se mélangeaient, des agents de recensement devinaient, des greffiers simplifiaient, des juges imposaient des définitions, des responsables politiques utilisaient la race pour organiser les privilèges, l'exclusion et l'accès à la terre. Une étiquette pouvait décider de presque tout. Elle pouvait déterminer si une personne était libre ou réduite en esclavage. Elle pouvait décider si un mariage était reconnu. Elle pouvait décider l'accès à l'école, au vote, à la propriété, à l'héritage, au logement, au déplacement forcé ou à la reconnaissance politique. Lorsqu'on comprend cela, la question change de nature. Le débat ne porte plus seulement sur l'ascendance biologique. Il porte sur l'autorité de nommer. Les tests génétiques modernes peuvent parfois aider certaines familles à retrouver des fragments de leur histoire. Mais même la génétique ne suffit pas à résoudre seule la question de l'identité. Une communauté n'est pas seulement une suite de pourcentages. Elle est aussi une mémoire, une culture, une filiation vécue, un lien collectif, une expérience historique et une reconnaissance partagée.
aucun test ne peut raconter à lui seul toute l'histoire d'un peuple. Alors, les Amérindiens étaient-ils réellement des Noirs reclassés comme Indiens? La réponse historique la plus solide est la suivante. Pas comme vérité absolue applicable à tous, mais des reclassements ont bien eu lieu dans plusieurs directions. Des personnes noires ont été mal classées. Des personnes autochtones ont été mal classées. Des communautés métissées ont été divisées par la loi. Des mémoires familiales ont été recouvertes par des décisions administratives. Cette réponse est peut-être moins spectaculaire que le slogan viral, mais elle est plus puissante. Elle révèle que l'histoire n'a pas été écrite seulement avec de l'encre. Elle a été écrite avec des catégories et lorsque les catégories deviennent des lois, des générations entières peuvent hériter de la confusion qu'elles produisent. C'est pourquoi, lorsque des familles disent que nous avions du sang indien, elles peuvent transmettre un mythe, préserver un souvenir réel ou porter les deux en même temps. Lorsque les documents contredisent la mémoire, cela peut refléter une erreur, un préjugé ou une politique délibérée. Les archives ne règlent pas toujours les débats. Parfois, elles les fabriquent. La leçon finale dépasse donc largement cette seule controverse. Si l'identité peut être assignée sur du papier, alors l'histoire doit être lue avec prudence, avec rigueur et avec profondeur. Non pas pour sombrer dans la confusion, mais pour comprendre que derrière chaque étiquette se trouve peut-être une vie entière que la case n'a jamais réussi à contenir. Si ce sujet vous fait réfléchir, examinez votre histoire familiale, interrogez les récits trop simples et participez au débat. Car la plus grande histoire cachée n'est peut-être pas seulement celle de ce que les gens étaient, mais celle de ce que le pouvoir a décidé de les appeler. Pour ne rien manquer des dernières évolutions, abonnez-vous dès maintenant à Chroniques Éternelles. Activez la cloche, partagez cette information et dites-nous ce que vous en pensez.